Et nous a rejoint sur ce plateau Madeleine Testiller. Bonjour Madeleine, merci d'être avec nous. Vous êtes vous-même rescapée de la rafle du Veldiv. Alors vous êtes là évidemment pour qu'on entende votre témoignage, mais d'abord une réaction à ces images quand vous voyez le président de la République, très jeune président de la République, 39 ans, participer à cette cérémonie, mettre sa main sur l'épaule de Serge Klarsfeld. Ça vous évoque quoi comme sentiment? Pas grand-chose. Ça ne m'évoque pas grand-chose. Qu'est-ce que je pourrais dire que ça m'évoque? Qu'il fait son travail, qu'il fait son devoir de président de la République et que je n'aurais pas dû être là en ce moment, j'aurais dû être sur ce mur. Et je suis beaucoup plus émue maintenant qu'il y a quelques années, parce que on entend certaines personnes communiquer et il fut un temps où il y avait encore quelques personnes, comme on a dit, rescapées et on ne les a pas entendues. Maintenant, c'est vraiment le dernier soubresaut et j'en fais partie parce que j'étais une enfant à l'époque. Témoigner pour vous, c'est essentiel aujourd'hui? Je pense que oui, mais je ne sais pas si ça servira à grand-chose. Il y a tellement de négationnistes qui renient ce qui s'est passé, mais malgré tout, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il aurait fallu le faire bien avant. Mais bon, jamais trop tard pour bien faire. Une chose aussi, Madeleine, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui, qu'il faut raconter cette histoire pour ne rien oublier, mais sans sentimentalité finalement. Il dit ça à Serge Klarsfeld il y a un instant, sans pathos, parce que l'histoire elle est déjà assez tragique en soi et qu'il faut être précis dans les noms, précis dans les nombres, précis dans les mots. Est-ce que pour vous, c'est important aussi, cet aspect-là, de raconter l'histoire de cette façon-là? Je pense que c'est important de la raconter, mais à condition qu'il y ait des personnes, et surtout la nouvelle génération, les enfants, qui veuillent écouter ce qui s'est passé, pas seulement raconter. Il faut que les enfants écoutent, il faut que ce soit diffusé dans les écoles, il faut qu'un instituteur puisse imposer le programme scolaire qui doit être normalement diffusé à toutes les écoles quand il y a un programme scolaire. Et la France en fait assez d'après vous? Non, je pense qu'on peut faire plus. Je pense qu'on peut faire plus parce que c'est un devoir de mémoire. Moi, je sais que dans l'immeuble où nous étions, je ne parle pas des adultes et des adolescents, il y avait 8 enfants, 4 familles, chaque famille avait 2 enfants. Sur les 8 enfants, nous sommes que 2, ma sœur et moi. Les autres enfants ont été pris dans la rafle du Veldiv, ne sont pas revenus. J'en ai 6 qui sont sur ce mur. Et j'aurais dû faire partie des enfants de ce mur. Alors on va la raconter, votre histoire Madeleine. 3e arrondissement de Paris, 114 rue du Temple. Juillet 42, vous êtes arrêté à 5 h du matin par la police française qui vient vous chercher. Vous, votre sœur et votre mère, votre père a déjà été déporté. Déporté, il a été pris dans la fameuse rafle du Veldiv, des billets verts. C'est ça. Des billets verts avant, et il a été interné à Pithiviers pendant 1 an. Ils ont fait le ménage, parce qu'on peut dire le ménage à Pithiviers, et 1 mois après, on ramenait les femmes et les enfants. Alors, voilà, ils viennent chercher les femmes et les enfants. Votre mère et vous deux jeunes filles. Et votre enfant. Vous avez 8 ans à l'époque. Votre mère se bat avec la police française pour éviter qu'ils ne vous prennent? Ma mère a fait, entre guillemets, une faute à l'époque. Nous avions un téléphone, ce qui était assez rare. Et les Juifs devaient redonner ce téléphone, ne devaient pas avoir de téléphone. Ma mère n'avait probablement pas donné le téléphone. C'est une histoire assez longue, parce que comme mon père était déjà interné à Pithiviers et que mes parents étaient fourreurs, on avait dit à ma mère, si vous travaillez dans cette usine, c'était une usine qui s'appelait Grundel, je me souviens très bien, rue Martel, et que vous donniez des machines, nous ferons sortir votre mari du camp de Pithiviers. Bien entendu, ma mère a donné des machines. Ça n'a jamais fait sortir mon père du camp de Pithiviers, mais au moment de notre arrestation, comme nous avions le téléphone, ma mère a eu le temps de téléphoner à cette usine en leur disant « Vous n'avez absolument rien fait pour mon mari, faites quelque chose pour moi et mes enfants ». Elle a pris les meubles, elle les a mis par la fenêtre, elle hurlait dans la rue comme d'autres personnes, et on nous a amenés au Vélodrome d'hiver. Alors, vous rejoignez, vous l'avez dit, les 4 autres familles juives de l'immeuble avant d'être amenées au Veldiv. Non, pardon. 3 familles juives. 3 familles juives. Non, il y a 4 familles, mais la 4e était turque.
et on les a libérés parce que les Turcs collaboraient à l'époque avec l'Allemagne. Moi, je ne dis pas les nazis, je dis l'Allemagne, avec l'Allemagne, et ils ont été relâchés pour être pris par la suite, bien entendu. Alors on vous arrête à ce moment-là, devant, vous le racontez ensuite, le regard indifférent des voisins de l'immeuble. Est-ce que vous avez essayé de comprendre leur attitude? À l'époque, non, je suis trop jeune, je ne comprends pas. Avec le recul, est-ce que vous comprenez qu'ils aient simplement laissé faire, qu'ils n'aient rien dit? Non, je ne comprends pas, parce que je comprends la guerre. Ce sont deux peuples qui se battent pour un territoire ou pour autre chose, mais interner des femmes et des enfants, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Moi, dans le lot où je vous raconte, dans les enfants qu'on a arrêtés, il y avait un petit garçon qui était mon copain, avec qui je dormais dans le chalet d'ailleurs, qui avait 9 ans, et une petite fille qui avait 3 ans. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait, cette gamine, pour qu'on l'arrête? Qu'est-ce qu'elle avait fait, cette gamine? Ils ne sont pas revenus. J'ai les photos, Serge Clercvel ne les avait pas mis dans le premier bouquin, je lui ai fourni, et dans le deuxième bouquin, ces enfants y sont, mais parce qu'il n'y a absolument aucune trace de cette famille, qui aurait été complètement gommée et disparue, absolument. Un mot, Madeleine, des conditions. On en a beaucoup parlé de détention pendant ces 4 jours dans ce vélodrome d'hiver. Sur place, ce sont des conditions de vie quasi inhumaines. D'ailleurs, je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur les polémiques qui ont créé l'arrivée de Bibi. Ouais. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il y a eu des polémiques, il y en a encore, c'est quand même inadmissible. Maintenant, je reviens au Veldiv. Pour vous, il a sa place, en tout cas aujourd'hui, Premier ministre d'Israël. Il a sa place depuis longtemps, que ce soit Bibi ou un autre. Madeleine, donc vous arrivez dans ce stade du vélodrome d'hiver, et là? Et là, des cris, des gens qui ne comprennent pas, la lumière nuit et jour, c'était... Et au milieu du Veldiv, une piste où il y a un semblant d'hôpital, une infirmerie. Voilà, c'est un stade de cyclisme, hein, ce vélodrome d'hiver. Tout le monde est installé sur les gradins, voilà. Il n'y a pas d'endroit pour dormir, il n'y a pas d'eau, les latrines sont pleines au bout d'1 heure, les femmes accouchent, enfin bref... on ne peut pas, en disant entre guillemets, l'enfer de Dante, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis incompréhensible. La chaleur. Vous ne comprenez pas ce que vous faites là et où vous allez aller? Je ne comprends pas, et c'est une bonne chose que je ne comprends pas, parce que disons qu'à cet âge-là, c'est un peu l'aventure. Alors on ne comprend pas, mais on court dans tous les coins. C'est les gens plus âgés, les mamans qui réalisent beaucoup plus. Mais les enfants, avec l'inconscience de l'enfant, c'est un peu l'aventure. Il y a des gens qui courent... je crois c'était des jeunes de la jeunesse hitlérienne ou je ne sais pas quoi, qui distribuaient des petites tablettes de chocolat Meunier, je me souviens, minuscules, jaunes, toutes petites. On courait après pour avoir ces tablettes. Enfin, c'était des choses... C'est difficile à exprimer, c'est difficile. Et puis l'odeur, la chaleur. On est au mois de juillet, il fait très chaud. Bien sûr. Normalement, je n'aurais pas dû me trouver là. J'aurais dû être à Pithiviers. Parce que c'est un cas tout à fait exceptionnel. J'étais en nourrice chez un gardien du camp de Pithiviers. Donc, j'étais même scolarisée à Pithiviers. Et comme c'était les grandes vacances, je me suis retrouvée à Paris. Sinon, je n'aurais pas été prise dans la rafle du Veldiv. C'est parce que c'était les grandes vacances et que j'étais en nourrice chez ce gardien et j'allais voir mon père dans le camp de Pithiviers. Voilà pour cette accolade entre Binyamin Netanyahou et Emmanuel Macron, accolade extrêmement chaleureuse entre les deux dirigeants après 2 discours extrêmement forts. J'aimerais d'abord recueillir votre ressenti. Madeleine Testiller, on l'a dit, hein, vous êtes une rescapée de la rafle du Veldiv. Emmanuel Macron a eu un discours courageux. Il a parlé aux enfants du Veldiv. Est-ce qu'il a dit les mots que vous attendiez? Je pense qu'il a dit les mots que j'attendais. Mais que les discours, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais il faut des actes après les discours. Tout ce qu'il a dit, il faudrait le mettre en pratique. Je pense qu'il y a une génération qui a été perdue dans les écoles parce qu'on n'a pas enseigné certaines choses et que maintenant, il faut les prendre pratiquement, je dirais même à la maternelle, d'une façon pédagogique,
en leur expliquant ce qui est le vrai, ce qui est le faux, pas spécifiquement uniquement la Shoah, mais à distinguer ce qui est le vrai et le faux, parce qu'il y a une génération perdue qui n'y a plus rien à faire avec cette génération. Il faut recommencer à zéro, et peut-être que dans 20 ans, 30 ans, on verra l'issue, mais ce n'est pas pour demain. Bon, alors Madeleine Testiller, des mots forts aussi dans les discours qu'on vient d'entendre sur l'antisémitisme qui gangrène la France. Aujourd'hui, 75 ans plus tard, l'antisémitisme tue encore en France. Est-ce que ces prises de parole suffisent à la prise de conscience aujourd'hui d'après vous? La prise de conscience de qui? La prise de conscience des Juifs ou la prise de conscience des non-Juifs? Elle est tout à fait différente. Je pense que la prise de conscience des Juifs, personnellement, je vais vous parler personnellement, j'ai l'impression que nous nous trouvons à peu près en 1933 et de ressentir ce que nos parents avaient ressenti à l'époque, c'est-à-dire une peur viscérale, mais dont les gens ne prennent pas tout à fait conscience. Il y avait ceux qui prenaient ça très très au sérieux et d'autres qui disaient une chose comme ça est impossible. Mais je pense que malheureusement, l'homme n'est pas bon. Le Führer, que ce soit un Führer ou un président ou un roi, tout dépend de la marche qu'il donne à son peuple. Et le peuple est prêt à suivre. Quand il y a un bon dirigeant, je pense que le peuple est prêt à suivre. Et si les dirigeants prennent ça à la légère, je crois que je ressens tout à fait exactement la même chose qu'en 1933. Et tout peut se passer parce qu'on ne fait pas assez attention à ce qui est dit et les non-dits. Je ne suis pas optimiste. C'est important de le rappeler. Merci de votre témoignage. Un mot peut-être, on finira là-dessus, c'est la vigilance. Jacques Chirac en parlait en 1995. Il faut rester vigilant. Merci d'être venu nous le rappeler.